prévu effectivement avec Laurence Wezenbacher de commencer cette séquence par à la fois un film et puis une présentation assez synthétique des travaux d'Objectif Fibre au groupe de travail formation. C'est un énorme travail de caractérisation des métiers, d'élaboration de fiches de poste, d'indications sur les prérequis pour entrer dans tel ou tel type de formation, exercer tel ou tel type d'emploi. Ça a été vraiment stratégique aussi dans la démarche du comité stratégique de filière, parce que ça montre que c'est une filière qui est organisée, consciente de ses métiers et voilà, qui est en position. Donc d'abord, on va peut-être regarder ce petit film qui est là. Objectif Fibre. Un événement qui va révolutionner nos habitudes sur Internet est en cours en ce moment sur le territoire français. Bientôt, dans les petits villages comme dans les grandes villes, à la maison comme au bureau, chacun pourra profiter d'un Internet ultra performant. Comment ? Grâce au plan France... Vous devez imaginer que j'essaie de gagner du temps, mais non, j'ai un vrai problème. Oh, ça, c'est bizarre. Alors, si j'essaye comme ça, est-ce que vous allez le voir ? Objectif Fibre. Un événement qui va révolutionner nos habitudes sur Internet est en cours en ce moment sur le territoire français. Bientôt, dans les petits villages comme dans les grandes villes, à la maison comme au bureau, chacun pourra profiter d'un Internet ultra performant. Comment ? Grâce au plan France très haut débit. Ce grand chantier va permettre d'équiper le territoire français d'ici 2022. C'est un enjeu majeur pour la France. Pour y parvenir, toutes les entreprises de la filière, l'État, les collectivités locales et les prescripteurs emploi et formation sont mobilisés. Plus de 10 millions de prises en fibre optique ont déjà été déployées et ce chiffre doit être triplé d'ici 2022. Les besoins en main-d'œuvre qualifiée sont très importants. 10 000 emplois ont déjà été pourvus sur un objectif de 22 000 au total. 7 millions d'heures d'insertion sociale et plus de 1,5 million d'heures de formation sont déjà prévues. C'est une opportunité extraordinaire pour l'emploi aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, pour les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi. Avec Objectif Fibre, ensemble, prenons la route vers un monde 100% connecté. Alors Laurence, un coup on nous dit 22 000, un coup on nous dit 28. Moi je mettrais bien la barre à 25, comme ça tout le monde est content. Mais bon, finalement c'est un peu de la boule de cristal. Mais le fait est que ce besoin en recrutement, Pierre-Michel Attali en a témoigné, il a dit déjà il en faudrait autour de 4 000 rien que sur cette année. Donc comment il s'échelonne, c'est sur combien de temps? Et ce qu'on a envie de savoir aussi, c'est sur quel type de poste, sur quel type de métier. Donc, bonjour. Déjà, dans un premier temps, Objectif Fibre va fêter ses 10 ans cette année. Donc, c'est important aussi de le marquer. Ça a été créé en 2009 par des fédérations professionnelles qui regroupent en fait les 3 secteurs d'activité que sont les équipementiers, les installateurs et les opérateurs. Donc, dès le début, on s'est occupé des questions de formation. On avait déjà, en 2013, fait une première étude et chiffres qui ont été actualisés en 2017. Alors les chiffres qu'on a à nous par rapport à nos périmètres d'activité, hors production, c'est vraiment ceux qui installent, conçoivent... Hors production, c'est hors quoi, production. pour être C'est-à-dire qu'on précis, va pas la production c'est quoi? C'est la fabrication de la fibre optique. C'est la fabrication, voilà. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un écart dans les chiffres, mais ça représente, dans notre étude en tout cas... Le reste c'est Marc qui les recrute. 22 000 emplois à mobiliser et 3 800 entrants chaque année. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un défi majeur et c'est une mobilisation de tous les acteurs et c'est ça qui est important de le dire. Objectif Fibre, c'est les représentants de ces 3 fédérations, enfin en gros, puisqu'il y a également effectivement Infranum, mais c'est ces 3 secteurs d'activité. Et aussi, on s'entoure de partenaires, on n'est pas seul. Dans le cadre de l'EDEC qu'on conduit depuis déjà presque 2 ans... On redit ce que c'est un EDEC? Ah oui, engagement de développement des emplois et des compétences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu des financements assez importants de l'État, donc, via le ministère du Travail, et des OPCO, donc anciens OPCA, OPCO, opérateurs de compétences. Chaque filière a son propre OPCO, et ils ont mis
de l'argent pour pouvoir créer des outils à destination de tous les acteurs de ce formidable enjeu, que ce soit les centres de formation, il faut pouvoir leur donner des dispositifs, que ce soit les prescripteurs, les types Pôle emploi, les entreprises, les demandeurs d'emploi. Donc c'est vraiment une mobilisation fantastique et un exemple majeur. C'est un défi qu'on a là aujourd'hui, un défi majeur en termes de formation et de mobilisation, et aussi un défi pour l'après. Lorsqu'il y aura le pic de déploiement qui sera en fait atteint, il faut penser déjà à l'après. Tous ces gens qu'on va former, à un moment donné, il faut pouvoir aussi leur donner des perspectives de carrière, que ce soit dans la filière fibre optique ou à l'extérieur. Donc ce sont tous les travaux qu'on mène depuis quelques temps déjà, et ces travaux, on les fait savoir, puisqu'on a vraiment mis le paquet sur le plan de communication. On a une agence de com qui nous accompagne depuis la fin de l'année pour créer ces outils. Donc voilà, le plan d'action 2019, on a nos chiffres, on a en fait une étude, on l'a fait savoir, et on commence un petit peu à affiner nos travaux. On a fait un état des lieux de toutes les formations qui existent, que ce soit la formation initiale. On sait qu'il y a 6 diplômes qui permettent d'accéder pour les jeunes à ces formations, que ce soit un niveau bac pro ou BTS. Donc ce sont des bac pro MELEC, système numérique. Là, ce sont donc pour les jeunes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers. Et puis il y a le pendant, la formation continue, où là, effectivement, on a pu déterminer qu'il y a 40 titres ou certifications qui permettent d'accéder à ces métiers. Il y a une diversité de métiers, on le verra après, et c'est important de pouvoir, pour l'instant, se focaliser sur le métier, on va dire, qui rentre, qui installe le déploiement, c'est le monteur, raccordeur, câbleur. Aujourd'hui, il y a 6 titres ou certifications qui permettent d'accéder à ce monteur câbleur, à ce poste. Et la volonté aujourd'hui, c'est toujours dans un esprit de facilitateur, c'est un peu notre rôle en tant qu'objectif fibre, c'est de rendre l'offre de certification un peu plus lisible pour les entreprises et puis également pour ceux qui souhaitent s'orienter vers ces métiers. Donc c'est un travail collaboratif qu'on va faire avec le ministère du Travail et également les centres de formation. C'est de dire, on a des blocs de compétences, que ce soit la sécurité, la préparation du chantier, le raccordement. C'est comment on travaille de façon intelligente tous ensemble pour créer une sorte de titre commun qui sera après décliné, puisque chaque centre de formation va s'approprier. L'idée, c'est de pouvoir avoir une multitude, un réseau important, mais comment on peut créer un titre commun pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité. Si je prends par exemple le cas du CQP monteur raccordeur FTTH qui appartient au CERS, parce que je suis également secrétaire général du CERS. Juste une parenthèse, quand on voit niveau 5, c'est le premier, c'est CAP. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est CAP. Le CQP monteur raccordeur FTTH, donc, il a été créé par le CERS en 2012. Au départ, il était réservé simplement pour les entreprises du CERS. Et on voyait qu'il y avait peu d'appétence en fait, à reconnaître les compétences. Un CQP, c'est soit acquérir des compétences et les certifier, soit c'est valoriser les compétences pour ceux qui sont déjà en poste. Aujourd'hui, le fait qu'il ait été inscrit au RNCP, c'est-à-dire ouvert à tout le monde, et parce qu'il y a effectivement un grand besoin de main-d'œuvre, de recrutement, et parce qu'il y a aussi des clauses d'insertion dans les marchés, donc, enfin bref, pour différentes raisons, on a eu quand même 29 sessions en 2018 de ce CQP, ce qui a permis de former et de certifier 270 nouveaux personnes, enfin des personnes principalement des demandeurs d'emploi, soit des gens qui ont un bac pro et qui ont multiplié des petits contrats, des contrats courts, qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir décrocher un CDI, mais qui souhaitent s'orienter vers ces métiers, soit des demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi et ou qui sont en reconversion. Donc là, c'est du concret, j'ai envie de dire. On dit on a besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Voilà l'exemple type. Mais il n'y a que ce CQP, il y a d'autres titres dans d'autres centres de formation. Oui. Ils seront capables aussi de dire quels sont les gens qui ont été formés, les stagiaires, et qui a surtout décroché un emploi. Parce que le but, c'est surtout d'avoir les nouvelles emplois. de ces 270 nouveaux En gros, certifiés. ils sont tous employables. Après, ils sont à 80 plus. Est-ce qu'ils sont tous en emploi aujourd'hui? J'ai pas encore ces chiffres, mais en gros, c'est 90% de gens qui vont être employés. Parce que déjà, dans le CQP, il y a une période en entreprise. La plupart du temps, après, ça se transforme en CDI. Donc voilà, ça c'est du concret. Et on le fait grâce au centre de formation référencé. Tout seul, on ne peut pas le faire. Et c'est important justement de pouvoir s'appuyer sur un réseau
le centre référencé. Donc là, je reprends ma casquette Objectif Fibre. Et le travail qu'on a depuis des années, c'est de pouvoir référencer des centres de formation et le faire savoir. Donc il y a un cahier des charges avec un plateau technique à respecter, c'est-à-dire un plateau technique intérieur et extérieur, des poteaux, parce que le déploiement se fait aussi en aérien, et il faut être justement en capacité de faire. C'est pas simplement des savoirs à acquérir, mais c'est aussi le geste, ça c'est super important. Et ce réseau est destiné à croître, forcément. Il y a des nouvelles demandes chaque année. Et donc, quand on est référencé, quand un centre de formation est référencé, il est référencé pour une durée de 2 ans. Et il faut renouveler sa demande de référencement sur un cahier des charges et montrer qu'il y a de l'activité, montrer qu'effectivement, l'offre de formation qu'ils ont correspond vraiment aux besoins des entreprises, des prescripteurs. C'est important de le dire. On s'appuie sur un réseau de centres de formation. On s'appuie également sur l'OPCO Constructis. Alors, l'OPCO Constructis, c'est l'opérateur des compétences qui a été créé depuis avec la réforme de la formation professionnelle. Pour ceux qui sont un peu initiés, les OPCA sont devenus au 1er janvier les OPCO. Et toutes les entreprises qui sont issues du milieu du BTP sont en fait adhérents de l'OPCO Constructis. J'ai une question à ce titre-là Oui. par rapport. Et que je partage d'ailleurs avec Yvon Noël, qui a la gentillesse de suppléer David Marguerite, qui est donc vice-président du conseil régional de Normandie et également président de la commission formation professionnelle de l'Association des régions de France. On parle beaucoup de cette réforme de la formation professionnelle. J'arrive pas à savoir si c'est une opportunité ou finalement un truc qui va retarder l'avancée ou la mise en place des formations et des compétences dans notre filière. Ça peut être un frein dans le sens où il faut déjà se l'approprier, digérer. Parce que qu'est-ce qu'elle change, cette réforme? Déjà, les entreprises d'une certaine taille continuent à verser alors qu'elles ne touchent rien, entre guillemets, puisque là, la cible, c'est vraiment aider les petites entreprises. Par contre, elle donne un sens à tous les outils qu'on peut créer en tant que branche professionnelle. Donc, il faut voir comment ça va s'installer. L'idée, c'était aussi de regrouper. Donc, l'OPCO de la construction, ça regroupe toute la partie construction. J'ai envie de dire, attendons de voir. Nous, on continue en tant que branche à créer des outils. On a le soutien de l'OPCO Constructis. Ça ne change rien dans les decks fibre optique parce que de toute façon, on l'a signé avant. Les financements, on continuera à les avoir. Il faut simplement le temps de s'installer, quoi, en fait. Et pour revenir à cet OPCO Constructis, c'est le pack fibre optique. Donc là, il ne faut pas oublier que dans les decks, on vise les TPE et les PME. Donc, l'OPCO Constructis a créé une offre modulaire. Alors là, cette fois-ci, ça vise les collaborateurs qui sont déjà en entreprise. Pour un chef d'entreprise d'une taille de moins de 300 salariés, en fait, qui vient d'avoir un marché, il faut pouvoir former ses collaborateurs. Mais des collaborateurs qui ont déjà, par exemple, une compétence en ELEC. Donc, ce sont des briques qui ont été comme ça construites avec l'appui des chefs d'entreprise et puis des centres de formation, qui proposent aux chefs d'entreprise de construire un parcours court pour former ses collaborateurs en matière de fibre optique. J'avais interpellé Yvon justement. En région Normandie, au titre de la compétence formation professionnelle, qu'est-ce qui a déjà été fait dans le périmètre dont parle Laurence? Alors, en fait, avec le micro, c'est mieux. Je vais répondre directement à ta question pour une fois. Sympa, merci. Ce qui a été fait, en fait, finalement, c'est dans une stratégie déjà qui, depuis de longue date, on s'est dit qu'on pouvait, à une époque où on pensait nos schémas directeurs ou nos stratégies de cohérence régionale d'aménagement numérique, dont on ne parle plus du tout maintenant, mais qui a quand même cadré. On va lancer un avis de recherche. Les stratégies des régions. On ne s'était pas contenté, comme de manière spontanée, beaucoup de collectivités l'ont fait, de travailler uniquement sur le volet infrastructure. On s'est intéressé au développement à l'époque, on disait, des usages et des services. Et nous, en Normandie, Basse-Normandie à l'époque, et largement à l'aide des départements d'ailleurs, et notamment Manche Numérique, on avait travaillé très en amont sur la question des compétences. Et si la région voulait travailler sur la question des compétences des métiers de la fibre, c'est aussi parce que, en fait, d'un point de vue stratégie, on travaille sur les compétences numériques, et ça de manière native depuis quand même pas mal d'années. Mais ça, c'était sous l'impulsion, effectivement, entre guillemets,
des services numériques, enfin de la direction du numérique. Oui. Comment, côté formation professionnelle, c'est Mais ultra on contraint, travaille- formation des demandeurs d'emploi, tout ça, Mais- est-ce qu'ils étaient arrivés à rentrer dans ce... Alors, oui, parce qu'en fait, on a travaillé de concert en fait, avec la direction de Forme Pro. D'accord. Donc en transversalité. Et donc on a construit des outils assez génériques qui, je pourrais peut-être dire, mais c'est sur l'ingénierie pédagogique, les nouvelles ingénieries pédagogiques utilisant le numérique, déjà. Et d'autre part, rentrer en profondeur aussi sur ce mécanisme qui permet d'aller chercher... Alors la compétence est sur les demandeurs d'emploi, elle n'est pas sur la formation professionnelle continue, Oui. elle est vraiment sur les demandeurs d'emploi. Et là, effectivement, on a mis en place ce qu'on appelait un forum, c'est-à-dire une formation, un emploi, qui est donc un dispositif très précis, parce qu'en fait, on a toujours une difficulté, c'est comment capter, comment financer la formation, finalement. Et donc, il faut trouver des dispositifs qui soient capables d'assurer pour l'OF, l'organisme de formation, pardon, d'avoir une lecture stable, dans le temps, totalement lisible pour pouvoir faire son action. Et ça, et après, les montants donc sont impératifs, enfin, à calibrer. Et quand on fait référence, alors le problème dans la fibre optique, c'est que maintenant, effectivement, il y a pas mal de titres, il y a du CQP, etc. Mais à une époque, il fallait les déposer. Et puis c'est un chemin de croix. Donc parce que pour pouvoir être financé, il faut être au RNCP. Et donc, et en plus, dans le milieu de la fibre, on vient, et c'est là l'intérêt d'ailleurs du travail d'Objectif Fibre, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, et de d'autres, hein, Infranum, on l'a vu tout à l'heure, et ce qu'on a dit avec Innovant, c'est-à-dire que il y a quatre branches au moins qui travaillent aujourd'hui sur la fibre optique. Tu as la métallo, tu as l'électronique, tu as le BTP, et puis tu as les télécoms. Voilà, en gros. Et donc, aucune des branches n'avait vraiment travaillé le sujet dans sa totalité. Ce qui explique finalement pourquoi il y avait une sorte de vide. Parce que quand on parle de la métallo avec l'UMM, ça se passe bien. Enfin, je veux dire, voilà, quand on parle avec l'hôtellerie, c'est érodé. Mais quand on parlait de la fibre optique à une époque, je dis bien à une époque, ben, c'était pas du tout rodé. Il fallait faire le travail, quoi. Et donc, ça a été pour nous en Normandie dès 2007, en fait. Donc aujourd'hui, il y a des titres, aujourd'hui, il y a des possibilités de financer. Donc cette fameuse réforme, effectivement, bon, ça peut servir de mauvaise excuse éventuellement, mais en tout cas, c'est pas de nature à bloquer la démarche qui est en cours, Laurence. De toute façon, les entreprises, même si elles contribuent via un versement, c'est aussi un investissement. Il faut voir la formation comme un investissement. Donc de toute façon, elles vont devoir investir si elles veulent à la fois recruter, pérenniser et continuer à mobiliser ses collaborateurs. Pour faire le lien avec la Normandie et revenir au pack fibre optique, donc là, c'est 6 régions qui sont expérimentales et donc le co-consultis a retenu en fait des centres de formation qui sont dans ces 6 régions, dont la Normandie. C'est important de le dire. Et puis parce qu'on vise toujours les TPE, les PME, il faut pouvoir en fait accompagner ce chef d'entreprise. Il a du mal à recruter, il n'est pas outillé, il faut pouvoir l'aider, l'accompagner. Et c'est également dans le cadre de l'EDEC, qui a 60 démarches d'accompagnement RH qui visent essentiellement les TPE, PME, qui vont être proposées comme ça, toujours via Consultis, où le chef d'entreprise, typiquement, va pouvoir se faire aider par un cabinet de conseil référent. D'accord. Référencé par la DIRECT pour soit recruter, faire un diagnostic, quels sont les besoins en formation. Donc c'est vraiment du pratico-pratique, il faut le faire savoir dans les régions que ça existe. Les compétences qu'on parlait effectivement de tension, il y a 2 enjeux majeurs. Il y a aujourd'hui effectivement des tensions sur le recrutement, on l'a su, on l'a identifié puisqu'on a fait une cartographie des métiers, puisqu'on a pu, grâce à l'appui d'un cabinet consultant... Il y a du turnover, il y a des gens, année après année, on les voit toujours, mais ils ne sont pas dans la même boutique. Oui, il y a beaucoup de... En dehors de la fibre optique aussi, oui. Il y a 26 fiches métiers qui ont été réparties sur 5 domaines d'activité, que sont la production, direction, commercialisation, conception, études, installation, exploitation, maintenance. Et dans ces 26 fiches métiers qui sont rédigées sur le même modèle et qui sont disponibles sur le site internet Objectif Fibre, vous avez quel est le descriptif de l'activité du monteur accordeur FTTH, quelles sont les compétences visées en termes de savoir, savoir-être, et toutes les fiches métiers, que ce soit le dessinateur, projeteur, le chiffreur, etc. Vous avez tout ça, et ça, c'est une mine d'informations à la fois pour ceux qui veulent s'orienter, les jeunes, quelles sont les voies d'accès, quels sont les diplômes,
que je dois avoir pour pouvoir accéder à ce métier, soit pour les entreprises, ça leur permet de faire des fiches de poste, hein, et puis également pour les prescripteurs, lorsqu'il y a des forums, des salons, et bien, ils ont à leur disposition tous ces fiches métiers qui sont établies sur une cartographie. C'est important de le faire savoir parce que justement, Objectif Fibre a renforcé sa communication sur les réseaux sociaux, par exemple, avec un compte Facebook, un compte LinkedIn, a créé des outils qui sont à la disposition de tous. On travaille vraiment dans l'intérêt général. On a un kit de com qui est à disposition des entreprises, des centres de formation, des prescripteurs, et il suffit de les demander, on les envoie. Bon, il y a un peu logistique à gérer, mais c'est vraiment cette idée-là qu'on a mis, j'ai envie de dire, le paquet pour pouvoir répondre à cet objectif du recrutement. Mais on met le paquet aujourd'hui, mais on pense aussi à l'après, et ça, c'est tout l'enjeu des passerelles de mobilité qu'on a identifiées aujourd'hui. Vous avez des métiers où il faut un certain niveau de compétences pour pouvoir les faire. Et puis également, vous avez après une possibilité de monter en compétences. Et ça aussi, c'est important pour les entreprises de le faire savoir. Il faut pouvoir fidéliser aussi ses collaborateurs. Hein. La plupart ont suivi, comme je vous dis, demande d'emploi, plus de 400 heures de formation. Il faut pouvoir leur donner aussi parfois des perspectives dans la filière, mais en dehors de la filière. Quand le pic de déploiement sera atteint, bah, aussi, il y a des opportunités de carrière dans, je ne sais pas, moi, un technicien, la maison connectée. Il y a vraiment des forts enjeux. Et les profils des carrières, des progressions, parce que tel qu'on le perçoit, c'est une industrie qui se durcit, qui se solidifie, où on peut imaginer de rentrer avec un niveau 5 et puis de monter à l'intérieur d'une entreprise avec une variété de métiers. Est-ce que c'est un secteur qui permet d'imaginer ça? Oui, alors déjà, parce que bon, même si ce n'est pas que BTP, mais en tout cas, il y a cet ascenseur social qui permet effectivement, lorsqu'on est monteur accordeur ou technicien fibre, avec de la formation continue, bah, d'aller vers l'encadrement de chantier. Typiquement chef d'équipe ou conducteur de travaux, ou encore avec un peu plus de potentiel pour les talents, de pouvoir suivre des formations et aller vers les métiers de la conception, l'étude. Effectivement, c'est atteignable en tout cas. C'est atteignable. Bon, c'est une bonne nouvelle, parce qu'avec nos amis, donc le commandant Éric Camus et Jean-Christophe Nguyen Van Sang, on va parler de ceux qui ont... ils ne sont pas encore montés dans l'ascenseur social, hein, et pour l'instant, ils sont, si je puis me permettre, un peu à la cave. C'est les jeunes sans diplôme, sans compétences, ce qu'on appelle les décrocheurs, et que le service militaire volontaire accompagne dans différents aspects de leur vie et de leur avenir, et notamment à travers la création d'une nouvelle formation. Je ne vais pas déflorer les choses, et avant de donner la parole à Jean-Christophe Nguyen Van Sang pour expliquer la modalité de partenariat, j'aimerais qu'avec le commandant Éric Camus, on rentre directement dans la présentation de ce tout nouveau dispositif. Merci. Effectivement, moi je suis le directeur général de la formation du 1er régiment du service militaire volontaire qui est basé à Montigny-lès-Metz. Donc vous me direz qu'est-ce que je suis venu faire en Normandie. C'était surtout la thématique... C'était sur le chemin. Voilà, c'était sur le chemin. C'était surtout la thématique des 100 derniers mètres qui m'intéressait parce que ça me parle. Ça me parle en tactique. Les 100 derniers mètres, c'est là où on voit si on a réussi notre mission ou pas. Et puis les 100 derniers mètres, c'est le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire insérer des jeunes de 18 à 25 ans qui sont identifiés comme décrocheurs et de les mettre à l'emploi. Ça, c'est ma mission. Je les ai avec moi pendant 9 mois. J'ai en gros 400 jeunes sur une année. Et l'objectif premier de notre centre, c'est de les emmener à un emploi durable, de faire de l'insertion socio-professionnelle. Donc j'ai un potentiel humain à remettre sur le marché de l'emploi. Je ne suis pas là pour en faire des militaires, mais simplement des jeunes qui vont se rentrer dans la vie active et citoyenne au travers d'un métier. Alors le service militaire volontaire, il est là pour faciliter l'insertion de ces jeunes. Je vous l'ai dit, 18-25 ans, hommes ou femmes, on n'a pas de quota. Aujourd'hui, c'est 30% sur à peu près 30 filières de métiers. Dans le BTP, la logistique, les agents de sécurité. Et puis maintenant, avec une filière qu'on vient d'ouvrir, qui est toute neuve, la filière des câbleurs fibreurs. Voilà. Donc avec, comme disait madame, un titre pro ou un CQP dans cette filière pour les emmener à l'emploi, puisque ce sont les diplômes nécessaires pour aller au moins commencer dans ce métier. Alors le service militaire volontaire au niveau national, c'est un état-major en région parisienne et 6 régiments basés sur toute la France, entre La Rochelle, Brest, Brétigny, Châlons-en-Champagne, Metz
Et enfin, on redescend sur Lyon à Ambérieu, exactement. Ambérieu-en-Bugey, à côté de Lyon. C'est une formation, si vous voulez, de bout en bout, qui va permettre de faire émerger parmi ces jeunes qui sont identifiés comme des décrocheurs. Alors, tout le monde a des bonnes raisons. On peut être décrocheur avec un BTS ou une licence. Voilà, chacun a une raison pour être décrocheur. C'est de les remettre sur un rail de manière à leur donner les outils pour aller à l'insertion. Et puis là, on s'aperçoit qu'on peut faire émerger un certain nombre de pépites parmi ces jeunes qui, aujourd'hui, sont à l'emploi et ont plutôt des jolies carrières qu'ils ont entamées. Alors, c'est axé sur 3 piliers, qui sont la militarité, le volontariat et le partenariat. La militarité, c'est, je dirais, le domaine que je maîtrise le mieux et qui permet de travailler sur les compétences, de travailler sur le comportement et sur le savoir-être. Je crois qu'on a une expertise dans ce domaine et que pour l'instant, personne ne nous la conteste encore. Le deuxième point, c'est le volontariat. Il faut que ces jeunes qui viennent chez nous soient volontaires. Ça, c'est la première chose. Sinon, on ne peut pas travailler. Si ce sont les parents qui les poussent, ça ne tient pas très très longtemps. Donc généralement, ils sont majeurs, ils sont responsables de leurs actes. Donc ils viennent chez nous et sous le format de volontariat, on peut effectivement les faire travailler et les emmener là où l'on veut. Puis le troisième point, c'est le partenariat. Le partenariat, pourquoi ? Aujourd'hui, le SMV et celui de Montigny, c'est en gros 300 à 400 partenaires. C'est-à-dire des partenaires institutionnels, des ministères, ministère de la Justice, du Travail, de la Culture, ministère des Sports. C'est les conseils départementaux, les conseils régionaux. Ce sont les maires aussi des villes qui travaillent avec nous. Ce sont tous les acteurs sociaux aussi de l'éducation sociale qui permettent de nous faire connaître ces jeunes. Et puis, ce sont aussi les entreprises. Aujourd'hui, j'ai un réseau à peu près de 300 entreprises sur lesquelles je peux compter pour y placer les jeunes et qui leur proposent soit des sorties de notre dispositif, des sorties positives en CDI, CDD, en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, voire de la reprise tout simplement d'études pour certains qui ont enfin compris que rester dans leur chambre, c'était pas leur avenir, mais que de reprendre des études, ça pouvait effectivement leur apporter quelque chose. Voilà, donc ce sont sur ces 3 axes que l'on travaille, militarité, volontariat et mobilisation des partenaires. Alors, comment ça se déroule ? On va axer la formation sur 4 domaines. Une formation comportementale qui va durer à peu près 2 mois. On ne fait rien de militaire. Alors, on ne fait rien de militaire, c'est-à-dire pas de combat, pas d'armement, pas de tir. En revanche, on prend toutes les valeurs du domaine militaire, c'est-à-dire on se lève à l'heure, on se couche à l'heure, on fait du sport dans la journée, on va sur le terrain, quelles que soient les conditions météo. Alors en plus, à Metz, ça va, c'est une jolie région. L'hiver, il fait -10. Voilà, l'été, il fait un peu plus chaud. L'été, il fait 10. Il fait 10, voilà. Donc voilà, on leur apprend, si vous voulez, on va leur apprendre à aller à l'extérieur, parce que les métiers pour lesquels ils sont formés se passent bien souvent à l'extérieur, et notamment, je crois, dans la fibre. Il va y avoir aussi une formation complémentaire dans laquelle on va leur donner des outils nécessaires à l'emploi, qui sont la remise à niveau scolaire, puisque aujourd'hui, il faut quand même refaire de la remise à niveau scolaire, même quand on est bachelier. On va leur faire le permis de conduire, c'est-à-dire qu'ils ressortiront de chez nous avec le permis de conduire, un permis B. Et puis, on va aussi leur délivrer le diplôme de sauveteur secouriste du travail. C'est important pour les entreprises. On va travailler aussi sur une formation citoyenne. On va leur donner toutes les clés de la citoyenneté, parce que c'est important. On va leur faire travailler le don de soi au travers d'actions que l'on mène avec l'Office national des anciens combattants. On va gratter quelques stèles militaires pour les rendre plus belles. Et puis, on va travailler avec les Restos du Cœur, Emmaüs, la Banque alimentaire. Voilà, le don de soi, voir qu'il existe toujours plus malheureux que soi. Et ça, je pense que c'est important. Et puis, il va y avoir un dernier temps, ça va être le temps 3, je dirais, qui va durer 3 mois. C'est la formation professionnelle.
Alors nous ne faisons pas, nous militaires, de la formation professionnelle, comme dans d'autres dispositifs qui existent dans les DOM-TOM, et je parle des régiments des militaires du service adapté. On n'a pas de plateau pédagogique pour faire cette formation. En revanche, on la sous-traite avec tous les organismes de formation du territoire métropolitain, à savoir le GRETA, les CFA, le CMA, l'AFPA, etc. Bon, bref, on est avec un peu tout le monde, la CCI. Vu qu'on a une trentaine de métiers, on peut se permettre. Voilà, donc une formation professionnelle préqualifiante, qualifiante ou certifiante. Donc on parlait de CQP, on peut parler de CPP, on peut parler de titres pro, etc. CQP, certificat de pratique professionnelle, de bloc de compétences ou de certificat de qualification professionnelle. D'accord. Donc tous ces certificats et ces blocs de compétences permettent de mettre les jeunes à l'emploi. Donc une formation en gros de 12 semaines avec des périodes d'adaptation en entreprise. Nos jeunes sont sous statut militaire pour le cadre. C'est ce qu'ils viennent chercher, on leur donne. Et puis derrière, ils ont aussi le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce qui fait que généralement, ils ont été recrutés par nos services directement chez Pôle emploi ou dans les missions locales, voire dans les associations de quartier, auprès des mairies ou dans les réseaux sociaux des départements et des régions. Voilà. Donc cette formation, l'objectif étant qu'à la sortie, on puisse sécuriser cette sortie et leur offrir, alors c'est eux qui signent le contrat bien entendu, hein, c'est pas moi, sinon j'aurais 100% d'insertion. Aujourd'hui, ces jeunes ressortent et on arrive à avoir un taux de plus de 75% d'insertion sur des contrats de travail en CDD, en CDI, en intérim ou en reprise de formation. Alors je ne dis pas 75% pour faire plaisir et me jeter des fleurs. Ça a été vérifié par la Cour des comptes sur pièce de caisse. Pièce de caisse, c'est le contrat qui est scanné et mis dans leur dossier. Voilà. Donc ça a été vérifié par la Cour des comptes. Voilà. L'objectif étant qu'ils aillent tous et que la petite graine qu'on a mis pendant 9 mois puisse germer rapidement et les emmener à l'emploi. Alors pour conclure, et si j'avais un petit mot de fin à dire, je m'adresserai aux opérateurs, parce que bon, je vois qu'ils sont partis, c'est un petit peu dommage. Aux opérateurs Les représentants sont là quand même. Hein. Voilà, j'espère, je ne les ai pas connus tous, bon, voilà. Mais aux opérateurs qui, à eux de rendre leur métier attrayant. Ils ont une problématique aujourd'hui, c'est le personnel, c'est la RH. Ils veulent recruter, très bien, qui rendent leur métier encore plus sexy. C'est-à-dire qu'ils attirent les jeunes. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'ils viennent, il faut aussi les attirer. Je crois que c'est important aussi de le dire. Et pas que par le salaire. Il y a des choses simples à faire pour que les jeunes puissent aller à l'emploi. La deuxième... Pardon, je vous interromps là-dessus parce qu'on a partagé en amont de cette séquence-là les éléments d'attractivité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des atouts de ces métiers-là dont peut-être les opérateurs ne sont pas conscients. C'est-à-dire le fait qu'en fait, on ne s'ennuie pas, qu'on peut toucher à des tâches extrêmement variées, changer de lieu, enfin tout ça. Peut-être nous faire un petit topo sur ce que vous connaissez de la psychologie maintenant des jeunes de ces âges-là. Voilà, ça me paraît important. Je vais avoir plus de 8 minutes 13 alors. C'est pas grave. Ok, alors... Les jeunes, bon, pour les avoir fréquentés pendant un certain nombre d'années dans l'institution militaire, il y a aujourd'hui des fausses idées sur ces jeunes. Hein, les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de changement. Ils sont très individuels, mais ils n'aiment pas répéter 10 fois le même geste. Donc le travail à la chaîne chez PSA, c'est pas pour eux. Aujourd'hui, le jeune, on dit, il n'aime pas aller dehors, à l'extérieur. C'est pas vrai. Nous, il vient avec nous, on va dehors, il pleut, il neige, il vente. C'est pas grave. On peut faire plein de choses avec les jeunes. Simplement, ces jeunes-là ont besoin d'être tutorés, d'être encadrés et d'être écoutés. C'est des choses très très simples à faire, des propositions simples. Leur première motivation, et je peux choquer en disant ça, c'est pas forcément le salaire. Aujourd'hui, ils ne cherchent pas des salaires à 3 000 euros, parce que je l'entends dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne cherchent pas des salaires à 3 000 euros. Aujourd'hui, ils peuvent être payés un tout petit peu plus que le SMIC. Et j'estime que voilà, ça serait un peu mieux si on avait un peu plus que le SMIC quand on débute dans la vie. Mais ces jeunes-là ne cherchent pas forcément ça. En revanche, ils peuvent très bien avoir un abonnement gratuit, on peut les attirer, on peut très bien aller les chercher chez eux, faire du covoiturage pour les aider. Moi, je leur fais passer le permis de conduire. Mais un permis de conduire sans voiture, aujourd'hui, c'est bien, c'est déjà un début, mais ça ne sert à rien.
Et une voiture, on le sait, ça coûte extrêmement cher à l'entretien et de mettre de l'essence dedans. Donc voilà, il y a des choses simples à mettre en place et il faut les prendre en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont décrocheurs parce que personne ne s'intéresse à eux. Si on s'intéresse à eux, si on vit le collectif et non pas l'individualisme, à ce moment-là, on arrive à en faire des choses très intéressantes. Et ils arrivent à progresser. Voilà. Merci. Je vous laisse reprendre le fil de... Oui, le deuxième point, donc le deuxième message que je veux passer, c'est investissez dans la formation, messieurs les opérateurs. Nous, on est prêts à vous donner des jeunes. Aujourd'hui, la formation professionnelle, pour moi, elle est payée par ma région. C'est-à-dire que c'est la région, au travers du plan d'investissement des compétences, qui finance les formations. Ce ne sont pas les armées. Les armées financent les 2/3, tout ce qui est en amont. La partie formation professionnelle, l'année dernière, était payée par les OPCA et puis par le FPSPP. Aujourd'hui, il y a eu la réforme de la formation professionnelle. C'est le PIC, donc le plan d'investissement, qui paye ces formations. Les entreprises peuvent aussi financer par des aides, par la taxe d'apprentissage, et puis aussi en investissant avec des dons sur des formations. Et on est toujours preneurs, nous, SMV, au niveau national, des formations qui sont délivrées. Et puis, enfin, je m'adresse aux élus, parce que c'est important aussi, les élus. Faites connaître le service militaire volontaire. C'est encore un dispositif en plus, mais qui permet de donner une réelle chance d'insertion dans la vie sociale et économique à nos jeunes. Vous avez des jeunes qui sont décrocheurs, qui sont identifiés dans vos mairies, dans vos départements, dans vos régions. Donc je suis preneur de tout jeune au niveau national pour venir au SMV. Merci. Merci, mon commandant. Je crois que voilà, il y a une envie spontanée de vous applaudir. Il faut lui donner cours. Donc, sur le volet partenariat, je dirais, c'est là qu'intervient Jean-Christophe Nguyen Van Sang, vice-président de l'Union des entreprises de Moselle. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Jean-Christophe, de nous avoir fait découvrir cette initiative, parce que, voilà, on ne l'avait pas dans les radars, pour le coup, et c'est assez formidable. Et j'aimerais que tu nous racontes comment tu as construit cette relation-là et comment, finalement, vous en êtes arrivé à concrétiser une formation avec le partenariat d'une entreprise de la filière. Merci Sébastien. Merci mon commandant. Effectivement, on vous décrit non pas une initiative, une réalisation qui montre en main a été engagée il y a moins de 7 mois. Parce que moi, quand je fais les choses, j'essaie que les choses soient faites très concrètement et non pas uniquement pour essayer de faire un sujet. En fait, ça s'est inscrit dans la démarche suivante, que je n'imaginais pas, parce que ce n'est absolument plus aujourd'hui mon activité principale. Je suis aujourd'hui donc membre du UE57. UE57, c'est en fait le nouveau nom depuis le 19 juin 2018 du MEDEF 57, donc je suis membre du MEDEF. Et puis lorsque, avec une équipe à 100% nouvelle de chefs d'entreprise en activité, nous avons repris le MEDEF 57, UE57, nous avons défini 3 grands axes, 3 grandes stratégies. Et une des premières stratégies que nous avions définies, c'était de pouvoir répondre très concrètement aux filières industrielles qui étaient à la fois en développement mais en recherche d'emploi. Voilà, c'était une chose très très simple. Et il se fait, alors que ce n'était pas ma volonté, qu'en tant que vice-président du UE57, de par un passé, on m'avait sollicité sur les aspects numériques digitales. Et c'est là où, effectivement, connaissant un peu le sujet, je sais qu'aujourd'hui, la filière, contrairement à ce qu'on raconte, ça court à la fois pour recruter, mais aussi pour conserver les collaborateurs. Moi, je ne suis plus dans le secteur, donc je n'ai pas de problème pour dire ce que je pense sur le sujet, et je le disais avant d'ailleurs, donc c'est pas mon sujet. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à réfléchir sur le sujet. Et il se fait qu'en plus, vous voyez, on a eu 2 sujets. On découvre en tant que membre du MEDEF, du temps où Pierre Gattaz était président du MEDEF, il y a un accord national qui avait été passé avec le ministère des Armées pour que le MEDEF national puisse accompagner les militaires en termes de recherche d'emploi, à la fois ceux qui sont en fin de contrat et qui ont des compétences qui sont importantes, à la fois si les militaires qui, dans le cadre des conjoints et des conjointes, dans le cadre de mutation, sont aussi en recherche
d'emploi. Et c'est dans ce cadre-là qu'en septembre 2018, nous avions eu une réunion avec le gouverneur militaire nord-est de Metz, qui est la plus belle ville de France, et en plus, la région militaire nord-est est la première région militaire. Et moi, je suis très fier d'être aussi commandant de la réserve citoyenne. Donc, c'est un élément où, pour moi, ce sont des valeurs de fond. Dans ce cadre-là, donc, nous avions échangé et on a travaillé sur dire très concrètement comment mettre en place des actions concrètes. Et c'est dans ce cadre-là que nous a été présenté, ce que je ne connaissais pas, une création, et je tiens à lui rendre hommage, une création de 2015 par le président François Hollande qui a créé le SMV. Et le SMV avait été créé dans une phase expérimentale de 2 ans. Et ensuite, sous le président Macron, a été sur un prolongement dans le cadre de la loi de programmation militaire sur 5 ans. Et sachant que sur le premier régiment le plus important du SMV est basé en Moselle, qui est le premier régiment du SMV de Montigny-lès-Metz. C'est dans ce cadre-là que nous avons échangé. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé pour pouvoir intégrer dans le cadre des formations des jeunes, où il y a une action sociale, pour la première fois, des formations très concrètes dans le cadre du déploiement des infrastructures très haut débit. Donc on était parti d'une ligne blanche, d'une feuille blanche, et on a travaillé sur ce sujet. Il se fait que l'année dernière, par le plus grand des hasards, nous avons, nous, en tant qu'organisation patronale, la Moselle étant un des plus grands, historiquement, départements industriels de France, outre le fait d'avoir la plus belle ville de France, Metz, nous avons eu l'occasion de fêter nos 80 ans, les 80 ans de l'organisation patronale, et à cette occasion, j'ai eu de part à passer une relation, et ben j'ai invité comme invité d'honneur à la fois le numéro 1 et le numéro 2, Patrick Drahi et Alain Veil, du groupe Altis. Et dans ce cadre-là, nous avons échangé directement avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cadre de la première formation de la promotion de janvier 2019, où 15 jeunes, pour la première fois, ont fait acte d'intérêt et de candidature sur des formations, ces 15 jeunes seront recrutés par le groupe Altis au travers de sa filiale ERT. Et que nous, UE57, vous voyez, on n'a rien demandé à personne. Nous finançons à 100% les formations qui vont être faites. Pour finir, je crois que ce qui est un élément important, et c'est pour ça qu'en lien de ce qu'on évoque aujourd'hui, ce volet social, ce volet d'intégration est un élément important. Et je crois aussi, pour tout dire, il a un lien très fort avec les réseaux d'initiatives publiques. Parce que je rappelle quand même que les réseaux d'initiatives publiques, lorsqu'ils ont été constitués en 2004, c'était aussi pour pouvoir donner aux collectivités locales le fait de déployer les réseaux qui étaient attendus sur l'ensemble du territoire, où, non pas à tort, mais où initialement, lorsqu'il y avait l'ouverture à la concurrence du marché de France Télécom et aujourd'hui Orange, on s'était rendu compte que les opérateurs de télécommunications ne pouvaient pas faire 100% de la France. Et c'est pour ça que l'acteur qui a fait voter la loi L1425-1, Philippe Leroy, a fait voter la loi en 2004. Et c'est pour ça qu'avec le plus grand des plaisirs, outre que c'est le plus beau département de France, je déjeunerai avec Philippe Leroy demain midi pour évoquer avec lui les choses. Voilà. Les grandes valeurs sont importantes et c'est pour ça que la démarche que nous faisons avec l'armée, avec le premier régiment du SMV, s'inscrit totalement dans le cadre à la fois des actions sociales et des réseaux d'initiatives publiques. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup. Tu salueras le sénateur pour nous. En l'occurrence, si on est là, c'est un peu grâce ou à cause ? Non, allez, grâce à lui. Je reviens vers Yvon Noël pour un complément sur effectivement l'action de la région sur la structuration d'une filière. Ça m'emmènera assez rapidement vers Innovance, qui a été un des maillons de la chaîne. Donc comment la région, sur la base de ce travail avec la direction de la formation professionnelle, comment elle a organisé finalement l'offre de développement des compétences. Ça n'a pas d'abord été des centres de formation. D'abord, il y a eu un centre de ressources et de compétences. D'abord, il y a eu ça a été quoi le chaînage, finalement, le travail avec la filière pour aboutir à structurer quelque chose en Normandie qui est assez unique pour justement pousser ces compétences dans notre domaine. Alors,
enfin, si on revient à l'historique, finalement, c'est venu de très très loin parce que c'est venu dans les premiers balbutiements des politiques numériques de la région, sur le fait de dire il y a un truc qui est important, c'est il faut permettre aux entreprises de se raccorder au plus vite possible parce que l'enjeu était tout à fait important. On était déjà dans l'idée de la transformation numérique sans qu'à l'époque on dise ça. Et donc on s'était dit les zones d'activité c'est important. Et dans les premiers pas en fait finalement de numérisation, on va dire, des zones d'activité, il y en a une qui a émergé, c'est celle de Mortain, où il y a Accom, et qui avait un plan de... Enfin, il y avait une proposition rapidement ce qu'on appelle un pôle d'excellence rurale, et qui a fait que Accom a dit qu'il faudrait former aussi, parce que Accom avait mis en place un centre d'expertise du très haut débit, et donc qui était finalement dans une première approche, une première intention, mais ce serait peut-être à eux de le raconter, mais de dire pour nos clients, on va leur montrer comment on installe la fibre, à quoi ça sert surtout à quoi ça sert, et voilà, donc c'était finalement du marketing, une vision pédagogique de ça. Et de là est devenue l'idée de monter un centre de formation. Et la naissance de EVA est arrivée là. Après, quand on rencontre là... Alors, donc, du coup, il se trouve que nous, la région, on a été très proche, justement, de la commune de Mortain. D'ailleurs, je salue le président de l'époque, de la communauté de communes, qui est ici, Serge Deslandes. Et donc... avec qui on a discuté sur dire voilà, on va cette zone d'activité autour elle doit permettre d'accueillir ce centre de formation, et à partir de cette initiative là, moi j'ai découvert que il y avait un vrai enjeu sur la filière, et donc on a regardé un petit peu de quoi il s'agissait, et toutes les difficultés qu'on a rencontrées, dont je disais tout à l'heure, en fait, ont été un petit peu théorisées quelque part. Mais au-delà de ça, moi, à la région de Normandie, j'ai théorisé aussi sur l'idée qu'on devait s'intéresser certainement à la notion des compétences. Et j'ai appris à ce moment-là, bêtement, parce que moi j'y connaissais absolument rien, tout ça, de dire il y avait une sorte de filiation, un emboîtement inversé. Je vais partir de l'emploi. Quand on a un emploi, ça veut dire que peut-être avant on a un métier. Et si on a un métier, c'est parce qu'on a des compétences. Et pour avoir les compétences, il faut avoir la formation. Et donc moi, tout d'un coup, j'ai construit ça dans ma tête, cette espèce de vision, et qui est largement partagée par tous les acteurs de l'emploi et de la formation, et qu'il fallait vraiment travailler là-dessus. Et sur ces questions des nouvelles technologies, comme on disait à l'époque, et du numérique qu'on dit maintenant, eh bien, on s'est dit, si on travaille sur les nouvelles compétences, on est parti en fait, de l'aspect compétences numériques à développer. Eh bien, du coup, on doit construire finalement tout le côté justement organisation des métiers d'un côté, et donc travailler sur la compétence qu'a une région, notamment avec l'État, sur ce qu'on a appelé les CPRD OFP. Là, c'était en fait finalement l'organisation de l'orientation et la prospective des métiers, et puis travailler aussi en amont en fait sur la question de la formation et l'organiser, puisque la région est acheteur de formation. Donc c'est comme ça en fait qu'on a déroulé la plotte. Voilà. D'accord. Alors après, on a travaillé de manière plus systématique sur l'idée que la formation numérique était une chose, voilà, et notamment sur la question de la fibre, mais aussi le numérique dans la formation, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi un travail à faire sur l'ingénierie de formation. Et là, à nouveau, on a déroulé une deuxième plotte qui consistait à dire il faut aussi accompagner les organismes de formation à eux-mêmes utiliser le numérique. Et ce qui était un peu bizarre, mais on a inversé finalement la logique. Et d'où finalement tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on a mis en stratégie cette question de la compétence et de la compétence en numérique. Et on continue d'ailleurs là-dessus en ce moment. Mais je pourrais réexpliquer comment nous, on décline le PIC. Hein. Alors le PIC Le PIC, oui. Le plan d'investissement des compétences. Essayez de nous en dire plus. Essayez de nous en dire plus tout de suite. Tout de suite. Ouais. D'accord. Moi, ma compréhension du PIC, c'est en gros, il y a un premier enjeu, c'est la formation dans un délai relativement bref. De mémoire, c'est peut-être sur 5 ans, d'1 million de jeunes déjà. Donc là, on est exactement dans votre action, là, monsieur. On est et 1 million de demandeurs d'emploi.
Donc ça, c'est l'objectif de l'État. Et puis qui dit aussi qu'il faut construire finalement cette société de compétences. Alors, ce que je trouve intéressant finalement, là-dedans, c'est que finalement, la façon de le dire, et là je suis d'accord avec madame sur le fait qu'il faudra quand même qu'on voit un peu comment ça va se décliner réellement. Mais en tout cas, dans la façon de le dire, moi je m'y retrouve assez bien. Parce que par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que comme j'ai mis tout à l'heure, enfin j'ai dit, on met les compétences un petit peu comme étant la première question à travailler. Bah, le fait de dire qu'on fait une société des compétences, je trouve que c'est pas complètement tordu. Enfin voilà. Après, il faut les identifier ces besoins en compétences. Donc il faut faire un travail d'étude. Donc il faut être au plus près des entreprises. Et c'est là d'ailleurs que quand on a construit Innovance d'une certaine manière, c'est qu'on s'est dit qu'il faut être au plus près des entreprises et de leurs besoins immédiats. Et comme je disais tout à l'heure, comme ce n'était pas fédéré par des branches, il fallait directement travailler avec les entreprises. Donc ça, c'est une valeur importante pour moi. Donc identifier les besoins des compétences en entreprise. Il y a l'innovation dans la formation professionnelle. J'ai parlé de l'ingénierie de formation notamment, mais ça, on est pile poil là-dedans. Et il y a l'accessibilité, finalement, aux outils qui permettent d'accéder à la formation. Alors, avec l'outil CPF, qui est ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Mais CPF. en tout cas, c'est le compte personnel de formation. Donc, voilà. Ça n'est évident que de ce côté-là de la salle. Oui, non, mais c'est là pour ça qu'il faut qu'on fasse un petit peu de pédagogie. Alors, du coup, le pacte, qui est finalement le plan d'action de la région, qui décline le PIC en région. Merci. Vous avez compris, donc le PIC et le pacte. Il a été professeur, donc. Non, mais il ne faut pas tout dire. Non, c'est gênant. Alors, donc nous, on décline le pacte en trois axes. En gros, c'est un axe qui va être autour de la question de l'offre qualifiante avec des parcours modulables. Nous, on a travaillé énormément sur en fait, ce qu'on appelle la formation en multimodalité. Donc, ça veut dire, c'est qu'en gros, faire flèche de tout bois en matière de formation, c'est-à-dire tout instrument, quelque part, ou tout élément est un élément utilisable pour la formation. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le numérique, notamment, apporte plein d'éléments et qu'on peut détourner, y compris n'importe quel objet peut être détourné pour faire de la pédagogie. C'est ça qui est intéressant. Pour ça que c'est mon côté propre, puisque tu l'as dit. J'ai en train de tout casser. C'est pas grave. Mais bon, voilà. Et donc, ce parcours modulable est intégré, d'une certaine manière, dans des parcours à construire et des nouveaux parcours, avec des alternances, avec des choses. Et ça sera un petit peu une formule qu'on pourrait reprendre, c'est-à-dire le faire pour apprendre. Voilà, pour apprendre, vaut mieux faire plutôt que. Enfin, c'est pas de la théorie, quoi. Et c'est ça que j'ai entendu aussi dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est en faisant quelque part qu'on vient faiseront. Non, c'est pas ça. Mais bon. Oui, en fait, c'est le même mouvement. On apprend en faisant. C'est ça, voilà. Le deuxième axe, c'est en fait avoir une logique d'attractivité de la formation pour les publics, et notamment. Un outil qu'on oublie peut-être un peu, mais c'est notamment les outils de valorisation des acquis de l'expérience, les fameuses VAE, Oui. Et qui permettent aussi de renégocier en fait le besoin en compétences, parce que qui dit VAE dit aussi d'une certaine manière bilan de compétences, et donc il faut le travailler. Donc ce qui permet de construire déjà le début du parcours, c'est en fait la ligne de départ. Je pars d'où? Je suis quoi? Je suis qui? Comment moi je me vois dans ce monde-là, et comment le monde me voit. Enfin, c'est philosophique, mais n'empêche que... Non, mais c'est le cœur du... Oui, c'est quand même le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Et après, un troisième axe qui est beaucoup plus transverse, et là je reviens sur des choses qu'on a déjà faites, et que j'ai déjà dit un peu, c'est la modernisation en fait, de l'ingénierie de formation, des modes de mise en œuvre, en utilisant notamment évidemment le numérique. Quelque chose qui est important au moment où on parle des données, parce que le data emploi, enfin ça c'est des choses qu'on va essayer d'expérimenter, et notamment rendre interopérables les systèmes d'information de la région et de Pôle emploi. C'est juste un truc impossible, mais ça devrait fonctionner. Collectivement, on lui souhaite bonne chance. Voilà. Et aussi professionnaliser les acteurs de la formation, parce que
il y a aussi ça, c'est-à-dire finalement, tout le monde peut être organisme de formation, il suffit de se déclarer, déposer au Datadoc des trucs, voilà, etc. Mais enfin, faut quand même accompagner ça, parce que on peut avoir des secteurs d'excellence, mais après, on voit bien certains organismes de formation dans leur parcours d'entreprise, quelque part, ils découvrent des choses, ils vont ailleurs, et donc ça, il faut les accompagner. Et la région peut très bien aussi avoir une aide là-dessus, et donc on va favoriser du coup l'expérimentation, l'innovation pédagogique, et puis utiliser des systèmes de blasons, enfin on appelle ça les badges numériques, des choses comme ça, et ça, c'est des choses qu'on a expérimentées et qu'on fait déjà. C'est quoi ça, les badges numériques? Eh ben, c'est une façon en fait de dire c'est quoi mes compétences, comment je me présente. En fait, c'est mieux que le CV, quoi. Voilà, le badge numérique, parce qu'on numérise en fait le CV de manière plus... C'est ça. Voilà. Donc c'est pour dire un petit peu, enfin voilà, comment nous on a la compréhension du problème. Alors maintenant, ça reste entre guillemets, enfin pour nous le pacte, on l'a coécrit avec la direction de la formation, hein, chez nous. Enfin, on était plusieurs directions. On a vraiment travaillé en transversalité pour pondre en fait notre proposition de pacte à l'État, qu'on attend en fait. Enfin, on va être financé, je suppose, pour ça. Mais donc voilà, avec des projets innovants. Et donc c'est notre compréhension et notre déclinaison du PIC en région. Merci Yvon, merci beaucoup. On reste en Normandie, on finira avec Pascal sur Infranum Vision Filière et puis aussi un témoignage sur le campus numérique de Montereau, si tu le veux bien. Donc on reste en Normandie avec Innovance. Bon, il a été créé il y a quelques années. Alors, au début, moi, je comprenais ce que c'était pas. On me disait, c'est pas un centre de formation, c'est un centre de ressources et de compétences. Je me souviens de ça. Et puis, Innovance, je l'ai vu progressivement prendre une place prépondérante sur la stratégie, justement, formative, la stratégie de structuration de ces métiers, ici en Normandie, mais aussi au plan national. Donc, Olivier Durand, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel historique de l'aventure Innovance et puis nous dire aujourd'hui quelle est la contribution que Innovance entend apporter à nos travaux et à la construction de cette réponse à ce besoin de recrutement? Oui, bien sûr. Alors, la genèse, Yvon l'a abordé, hein, c'est l'émanation de toute façon d'une volonté d'une collectivité et d'un projet territorial qui était initié sur le Mortanet. Donc voilà, création en 2015, une mise en opération, on va dire réelle, à partir du deuxième semestre 2016, et des transformations depuis, avec maintenant en 2019 une volonté, toujours pareil, de par son ADN, d'intervenir sur le champ de toute façon de l'emploi et des compétences au niveau de la filière de la fibre optique, au niveau national. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport et rebondir sur ce que disait Yvon sur la professionnalisation des organismes de formation. La réforme de la formation professionnelle va y répondre en partie, puisqu'elle va demander à un moment ou à un autre une certification qualité obligatoire pour tout OF qui devra dispenser de toute façon de la formation. Donc quelque part, on va contraindre les OF à faire du qualitatif. Ça, c'est quelque chose qui assainira sûrement un petit peu le monde de la formation. Je ferme la parenthèse. Innovance aujourd'hui, c'est 20 organismes de formation qui déploient 6 certifications professionnelles dédiées au métier de la fibre. 20 organismes de formation répartis sur, on va dire, une grosse partie des territoires français, puisqu'on est représenté sur les Hauts-de-France, sur le Grand Est, la région Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Normandie. 6 certifications, dont 3 déposées au RNCP. Donc on retrouve les métiers de câble raccordeur, hein, les métiers en tension de toute façon dont la filière a besoin immédiatement, donc câble raccordeur, technicien réseau service et technicien bureau d'études. Et vous avez 3 certifications qui sont aujourd'hui en expérimentation, conducteur de travaux, technicien de maintenance et piqueteur FTTH. On répond en fait, on se cale tout bonnement aux besoins de la filière et à ce qui a été entre autres travaillé par Objectif Fibre en termes de métiers qu'on retrouve de toute façon dans les decks. Pour reprendre un petit peu la stratégie Innovance, elle se cale sur la stratégie de toute façon quelque part d'Objectif Fibre. Si ce n'est que on a pour vocation nous d'être quelque part un outil tactique au service de la filière
J'utilise un langage qui vous parle peut-être, commandant. Ouais, ça vous va. C'est-à-dire que voilà, on est dans la mise en opérationnalité de ce qui est peut-être décidé de toute façon ou évoqué ou ce qui a été construit par les DEC. Mais qui est censé, de toute façon, puisque ça répond de toute façon aux besoins des professionnels, par le biais de prestations, donc prestations de formation, comme je vous l'ai évoqué, sur les certifications. On forme, on apporte des compétences, on essaie de déployer un réseau, donc de trouver d'autres points d'appui, d'autres partenariats en France aujourd'hui pour répondre aux besoins aussi de nos actionnaires, puisqu'on a 17 actionnaires privés qui nous missionnent quelque part pour trouver de toute façon les bras dont ils ont besoin pour déployer le réseau en bonne et due forme, avec de la qualité, comme le disait effectivement Monsieur Leblanc. Ça sert à rien d'avoir du bon matos si à un moment c'est mal posé. Ça, c'est notre vocation aussi. Donc déployer encore effectivement d'autres organismes, déployer notre réseau, et puis évolution. Alors ça m'est propre, puisque je suis issu des ressources humaines. Évolution, c'est aussi de déployer une offre de service de prestations RH, d'accompagnement RH auprès des TPE, PME, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le principe à l'arrière de la baignoire. C'est bien effectivement de la remplir, mais si à un moment ou l'autre vous ne mettez pas le bouchon et que le flux est continu et que les compétences, vous les faites rentrer mais elles sortent aussitôt, ça ne sert pas à grand chose. Donc la vocation d'Innovance demain, ce sera aussi d'accompagner les entreprises à stabiliser leur processus RH, voire à les construire, parce qu'il y a quelques entreprises qui n'ont pas du tout effectivement de structuration RH au sein de leur entreprise, et de leur permettre de fidéliser, de stabiliser leur effectif. Donc je rejoins quelque part ce qui a été préconisé par Objectif Fibre, c'est d'accompagner et de structurer un petit peu les TPE-PME dans leur vision de ce que doit être de toute façon un service RH et la politique qu'ils doivent y mener. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre à l'écran il y a un site qui montre les 20 établissements, les 20 centres de formation. Vous pouvez aller sur le site d'Innovance, oui, tout à fait, ouais. On va faire ça, parce que j'aime bien visualiser les choses. Innovance, c'est Innovance.fr, c'est ça. Donc, et c'est le réseau, nos pôles territoriaux. C'est ça. Voilà. Il y a quand même c'est pas une diagonale du vide, mais il y a une horizontale du vide, là. Alors, je travaille sur le sud. Voilà, ça me va très bien, d'ailleurs. mais naturellement, de toute façon, puisque... Alors, c'est le principe, comme pour un commercial, le principe de l'escargot. Quand vous commencez, de toute façon, alors, il y a une démarche, vous la commencez par rapport à votre point d'origine. Le point d'origine, c'était Mortain. Donc, c'était le nord-ouest de la France. Et après, derrière, vous vous déployez de toute façon au plus proche, en fonction des contacts que vous avez. Mais en Grand Est, là, vous êtes drôlement bien. Alors ça, c'est pareil. Ce sont effectivement des réseaux qui sont initiés aussi par des volontés de nos actionnaires. C'est-à-dire que vous avez eu un déploiement qui s'est fait par l'intermédiaire de Losange et entre autres de Sogetrel en dessous, qui a, à un moment ou à un autre aussi, poussé à ce que l'on déploie et que l'on trouve des ressources de formation sur le Grand Est. Et on a trouvé un superbe réseau d'ailleurs. Donc le SMV, dans la démarche avec Monsieur Nguyen, on fait appel à un des acteurs du réseau Innovance par l'intermédiaire du Greta Lorraine, qui est hébergé au sein du lycée Loritz, donc il fait partie du réseau Innovance. Je sais qu'il y a eu une mise en relation avec Châlons-en-Champagne là, dans la journée pour avoir une démarche similaire pour Alméa 51. Voilà, c'est... D'accord, c'est le Grand Est et la Normandie, ça devient comme ça. Oui, non, mais en fait, il y a un complément, Jean-Christophe, là-dessus. Non, mais juste effectivement, nous avons été visiter le lycée Loritz avec donc c'est Lorraine Est, et puis on a aussi été visiter le lycée Louis Vincent, et ça c'est Lorraine Nord. Donc un est à Nancy, l'autre est à Metz. Donc on fera un tirage au sort. Mais oui, mais de toute façon le tirage au sort est déjà fixé, mais non. On a déjà le résultat. Mais effectivement, donc ça sera au sein de cette démarche que les choses vont s'engager, et on a été très satisfait dans les échanges et de la façon dont on a aussi abordé dans le cadre de la première expérimentation, et ensuite qui s'engagera dans une démarche plus large.
Mais voilà, il y a plein d'initiatives aujourd'hui au sein de la filière qui sont valorisables et que je tiens à le dire. Le but d'Innovance aussi, c'est à un moment ou à l'autre, de toute façon, d'intégrer tous ces dispositifs qui existent, de les valoriser, toujours pareil, dans le souci de toute façon de développer et de répondre aux objectifs qui sont imposés aux industriels pour déployer ce réseau. Je discutais hier avec un organisme de formation, pareil, de Haute-Normandie. Et c'est là où je dis que c'est... alors, il y a des cadres, il y a des choses qui sont institutionnalisées en termes de démarche. Après, il y a des initiatives personnelles qui méritent aussi d'être mises en avant et qui répondent à cette volonté, à un moment ou à un autre, de raccrocher le maximum de candidats, de stagiaires, de les former, d'aller au plus près, effectivement, de leur lieu de vie. Hier, c'était le cas d'un organisme qui est basé sur Évreux, qui m'évoquait à un moment ou à un autre de se dire, à un moment ou à un autre, on va chercher de toute façon nos candidats au cœur du potentiel réel qui existe sur notre territoire, même si c'est une barre d'HLM et une banlieue. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on prend le camion, on prend les soudeuses, on va montrer effectivement de toute façon ce qu'est le métier de la fibre. Et on va valoriser le métier, valoriser la formation pour pouvoir à un moment ou à un autre de toute façon les capter et former et répondre aux besoins de toute façon de nos donneurs d'ordre que sont les industriels de l'infrastructure. Et ça, je pense que on a une initiative nationale, globale, qui est drivée par, entre autres, Objectif Fibre, mais vous avez plein d'initiatives comme ça en local, en territoire. C'est pareil, alors je pense à Novéa, qui apparaît différemment sur un territoire beaucoup plus rural, qui est amené de toute façon à travailler à notre public, mais je pense que tous les acteurs sont de bonne volonté aujourd'hui en France, et ça, faut le redire, et il faut le mettre en valeur. Et en tout cas, Innovance s'attache de toute façon, et s'attachera toujours de toute façon, en collaboration avec Objectif Fibre et Infranum, à mettre en valeur de toute façon ces initiatives et à les porter pour pouvoir répondre aux enjeux de toute façon de demain. Merci beaucoup Olivier Durand. Pascal Gouin, donc vous représentez, vous êtes là, voilà, 2 titres en tant que vice-président de Infranum. Pas vice-président d'Infranum, vous êtes membre de la commission formation. Pardon. Pas encore vice-président. Non, mais j'anticipe un petit peu. Et en tant que directeur du campus numérique de Montereau. Donc, côté filière, est-ce que vous pourriez nous dire voilà, quels sont les métiers en tension, le turnover entre les opérateurs, nous on le constate, quelle est son intensité, il porte sur quel type de poste, et les besoins en compétences non pourvus, c'est-à-dire ce qui est critique aujourd'hui pour la filière. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, comme l'a précisé tout à l'heure Laurence, avec la cartographie qui a été faite des métiers, on a identifié déjà des métiers avec une sémantique, et ça c'est déjà un premier point. Oui, c'est déjà un point essentiel. Oui. C'est un point essentiel. On sait de quoi on parle, quoi. On sait de quoi on parle, et dans la commission emploi-formation, on avait véritablement cette envie de parler de la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de technicien, à un moment donné, on parlait de monteur. Oui, il fallait se donner un vocabulaire commun. Et on a mis un vocabulaire commun pour pouvoir identifier effectivement derrière les emplois un métier, comme ça a été précisé tout à l'heure, et puis de voir où et comment on pouvait répondre aux attentes et aux besoins des entreprises. Alors aujourd'hui, dans le retour d'expérience que j'ai au sein du campus, mais également partagé par les membres de la commission emploi Infranum, hein, qui est une commission qui fonctionne bien, puisque là, entre parenthèses, je dirais, on a tous la même passion, c'est la formation, c'est l'envie de répondre aux attentes, mais on n'a pas tous le même maillot. Et pour une fois, ce qui est intéressant, et je le dis vraiment, c'est l'esprit collaboratif qui ressort de cette commission. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait chacun parler d'économie, de ramener les oies, chacun tous vers son panier. Eh bien non, pour une fois, et c'est pas le fait de une ou deux ou d'un ou deux centres, hein, c'est l'ensemble des centres, hein, les centres qui appartiennent à la commission. Maintenant, ils sont très nombreux. Certains même participent en visioconférence à chaque fois qu'il y a la commission. Donc, véritablement. Il y a combien de centres au sein de la commission ? Alors, je crois qu'on est à peu près aujourd'hui, alors en règle générale, on est entre 15 et 20 présents sur la commission en présentiel, mais il y en a plus d'une trentaine qui sont, d'accord, oui, quand qui même. sont dans le giron, et les entreprises.
D'accord. et les services RH, etc. Donc ça, Oui. et effectivement, donc aujourd'hui, on a identifié des besoins en tension sur certains métiers, notamment ce qui se fait aujourd'hui, l'infrastructure, enfin toute la partie déploiement, les monteurs câbleurs, les techniciens raccordement et la partie abonnés aussi, puisque aujourd'hui, selon l'avancement des travaux, on est tous à des niveaux d'intervention différentes. Il y a également un métier en tension qui est important, c'est dans la partie études, ce qu'on appelle les chargés d'études, les bureaux d'études, qui, quand on a fait le premier go, il faut y aller, il faut répondre dans la démarche active ou réactive, répondre aux besoins des entreprises. On a mis des gens sur le terrain. Et puis, il y a un petit rétropédalage, puisqu'on a dit, mais oui, mais il faut qu'il y ait des études avant. Et maintenant, on n'arrête pas d'avoir des demandes de formation sur la partie études. J'en prends pour exemple, avec la région Île-de-France, dans le cadre du PIC, notamment, il y avait un appel d'offres qui avait été lancé. Nous, on en est à la 3e session de formation d'études depuis le début de l'année, avec à chaque fois 100% de placement. C'est-à-dire que, alors après, c'est toute une démarche en amont de positionnement, etc., mais, et de travail et de connaissance de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Donc, effectivement, il y a des métiers en tension. Et ces métiers en tension, aujourd'hui, on y répond. Je dirais qu'au travers d'Infranum, la cartographie existe, les métiers existent, les programmes existent, tout est là. Les centres sont, un grand nombre sont référencés. Je crois c'est 39, hein, c'est ça. Donc 39 centres référencés sur le territoire. Alors, si je voulais faire la petite parenthèse par rapport au présentiel on peut le faire. Non, mais simplement pour montrer que aujourd'hui, dans les centres de formation, il y a un trou. Et un trou, c'est dans le centre, c'est en Bourgogne. Il n'y a aucun centre aujourd'hui. En Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a aucun centre. Aucun. Donc voilà. Et référencé. Et Voilà. Centre-Val de Loire. Ah si. Région Centre-Val de Loire, il y a. Oui. Mais par contre, Mais c'est vrai Bourgogne-Franche-Comté, d'accord. Ouais. On va leur dire. Donc, effectivement, donc on travaille sur cette approche des métiers, de répondre aux besoins. Et déjà, dans la démarche maintenant, je dirais pour être proactif, on est en train de travailler aussi sur les besoins futurs, voire imminents, avec des missions des métiers sur la maintenance, sur des fonctions annexes qui vont demain pouvoir être occupées par des personnes qui étaient au départ entrées dans le secteur des télécoms. Ce qui répond à la deuxième question de dire le turnover ou pourquoi il y a une déperdition, etc. Il y avait des problématiques qui avaient été identifiées, bien évidemment. La première problématique, c'était le sourcing et le positionnement. Ça, c'est un réel problème. Alors, on sait aujourd'hui, et on a travaillé aussi au sein de la commission sur ce point, que les entreprises dans la partie RH, aujourd'hui, elles sont un petit peu aussi la tête dans le guidon, elles sont submergées. Il faut avoir du monde, il faut pouvoir recruter, positionner, et puis après engager les choses. Donc, c'est passé, je dirais, un petit peu comme ça, c'est sur un phénomène de pente douce, un petit peu à la charge des centres qui ont aujourd'hui pris non seulement le temps de formation, mais je dirais en amont de la formation, tout le problème du positionnement et du sourcing, afin de faire de la formation, non pas avoir un coût, parce que c'est vrai qu'il va falloir financer cette formation, mais d'avoir bien évidemment un investissement pour l'entreprise. Moi, quand je suis arrivé sur le secteur des télécoms il y a 5 ans, d'ailleurs, c'était avec Jean-Christophe, on discutait, on formait un groupe de 10-12 personnes et l'entreprise disait, mais j'en garde 2.
là, pour le coup, ça coûtait très cher. Et ça coûtait très cher à la collectivité, ça coûtait très cher à ce qu'on appelait les OPCA et aussi à Pôle emploi. Aujourd'hui, on a inversé la tendance. Donc ça, c'est déjà un premier point qui permet de fidéliser les gens. Et notamment, on les fidélise également lorsqu'on offre un véritable profil avec une évolution de carrière. Et aujourd'hui, quand on rentre dans le secteur des télécoms, à quelque niveau que ce soit, on sait qu'il va y avoir des passerelles pour pouvoir monter et aller évoluer dans le métier. Et ça, c'est une richesse pour le secteur. Je dirais qu'on a essuyé les plâtres sur un secteur qui était, je ne dis pas nouveau, en tout cas sur la partie formation, pour être un ancien de ce côté-là, la partie formation où tout était bien structuré dans différents secteurs. Là, il n'y a rien qui existait. Il a fallu tout construire. Et cette construction, ce réseau, il a été effectivement réalisé grâce à l'ensemble du travail collaboratif avec les branches, avec Objectif Fibre. On s'est tous mis autour de la table avec le même enjeu, le même engagement et la même volonté de résultat. Bravo, merci beaucoup. Donc on s'oriente effectivement. Aujourd'hui, on est en capacité pratiquement de faire de la GPEC, parce que moi aussi je peux sortir des sigles. Alors, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dans cette filière. Oui, alors je voulais juste donner, parce que au titre du campus, en 50 ans, on a quand même formé aujourd'hui plus de 850 personnes exclusivement sur le métier, sur la partie télécom, et qu'on est à 85% de taux d'insertion réussi. 85%. Alors, certains me diront, parce que je l'ai eu, pourquoi 15% d'échecs et là, je réponds tout simplement, c'est vrai qu'on gère de l'humain, et vous savez ce que c'est, donc on peut tout garantir, sauf à un moment donné les choses, mais c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais sur la partie, il y a la formation, il y a un emploi derrière, et effectivement, tout ce travail-là, c'est la réussite d'un ensemble d'acteurs qui se sont mobilisés autour et pour répondre aux attentes des entreprises. Et c'est vrai que dans cette filière, on a un cercle vertueux, c'est qu'effectivement, les collectivités peuvent pousser à l'emploi des jeunes ou des demandeurs d'emploi vers une filière qui va, sur le terrain, créer de la richesse et permettre à tout le monde de se connecter à Internet. Donc c'est assez joli comme histoire. C'est un peu une session bisounours cette année, je trouve. Il n'y a que des messages positifs. Alors il y a, si je veux mettre, alors je vais pas mettre un grain de sel. Allez, juste un petit point, parce que c'est le grand travail, c'est le grand chantier de la commission emploi-formation cette année. On est en train de préparer une sorte de charte d'engagement où on a aussi, verbaliser un petit peu les choses. On l'échangeait tout à l'heure en coulisses. On dit aujourd'hui, vous savez, un centre de formation, il est là pour former. Et quelque part, on a toujours une obligation de résultat. On a une obligation de résultat par rapport au pourcentage de réussite, au pourcentage d'insertion réussi. Et puis, on nous a mis le sourcing. Et puis, on nous a mis... Et il faut répondre à tout l'ensemble de ces critères. Aujourd'hui, la réussite d'une formation, c'est effectivement tout ce que je viens de décrire, du sourcing jusqu'à la formation, etc. Mais il n'y a pas de formation sans entreprise et il n'y a pas de formation sans immersion dans l'entreprise. Et la réussite d'un parcours de formation, il passera aussi par le tutorat. Et on veut absolument inscrire une sorte de charte. Alors on est en train d'y réfléchir, hein. On est en train de la copartager, tous les centres ensemble, pour avoir cette charte d'engagement où on dit, effectivement, vous avez besoin de gens, effectivement, nous, on peut les former, mais voilà, il va falloir assurer des missions lorsqu'on les accueille en entreprise. Parce que, comme je l'ai dit hier, c'était une soutenance au campus, j'ai dit, vous savez, à un jeune qui était un peu limite, j'ai dit, vous savez, l'emploi, ça ne se joue pas quand vous avez l'entretien dans les, je dirais, 40 ou 50 minutes qui vont se dérouler. C'est souvent dans la première minute, dans le premier regard et la première poignée de main. Et bien, ça, au sein des entreprises, je pense que c'est important de faire passer le message. Alors, on en est tous convaincus. Par contre, on n'est pas sûr et on sait bien que parfois, on ne peut pas maîtriser l'ensemble de ces équipes. Et c'est important de le souligner parce que c'est ce qui va faire que la personne va effectivement se sentir intégrée, accueillie et après évoluer au sein de l'entreprise avec la couleur
et le maillot de l'entreprise. Voilà. Merci Pascal. Je vais juste faire une partie, c'est important, 30 secondes. Ce que disait Pascal, c'est que ça revient à dire que les entreprises doivent être partie prenante quelque part de la formation et de la qualité de la formation de toute façon qui est délivrée. L'organisme de formation se doit à un moment ou à un autre de livrer la partie théorique et pratique sur un nombre d'heures de toute façon déterminé, mais il y a une partie intégration entreprise, stage ou immersion. Demain, avec la réforme de la formation professionnelle, vous aussi la formation en situation de travail qui va apparaître. Le souci, c'est que si les entreprises ne jouent pas le jeu on peut parler de tutorat, hein, aujourd'hui dans l'accompagnement en situation de travail des stagiaires, le travail sera qu'à moitié fait. Donc, alors je ne sais pas s'il y a encore quelques entreprises, mais je revendique le fait à ce que voilà, il y ait une démarche réelle et volontaire de toute façon d'accompagner les stagiaires qu'ils accueillent au quotidien aujourd'hui dans la filière. Sébastien, juste un petit dernier mot, j'en profite, tant qu'on a un petit peu les projecteurs, pour dire que, et tu en as parlé, qu'il y avait aujourd'hui, au travers de Constructis, il y avait eu un appel d'offres avec un travail sur ce qu'on appelle le pack fibre. Le pack fibre, c'est un outil, c'est un catalogue de formation à disposition des entreprises sur l'ensemble sur beaucoup de régions. Je crois qu'il y en a 6 qui ont été retenues. Dont aussi l'Île-de-France également. Et vous pouvez justement accueillir après une personne, avoir un bloc de compétences avec des missions et un emploi, et demain le faire évoluer très rapidement, parce que ce pack fibre, c'est de la formation de 1 à 5 jours maximum. Donc je vous invite à consulter et à retrouver toutes les informations sur ce catalogue. Merci beaucoup, on applaudit nos intervenants. Merci beaucoup, je vous invite à regagner vos places. Sans plus attendre.